Je m'appelle Swann Dupont, je viens de Normandie, dans un petit village, donc toute mon enfance a été rythmée par justement ce milieu social rural et très prolétaire qui est la source même de mon roman. Comme beaucoup de jeunes gens de chez moi, arrivée à 18 ans, j'ai quitté ma province et je suis allée faire des études de cinéma à Paris, donc j'ai fait de la recherche. Je me suis spécialisée dans la nouvelle vague française. Et ensuite, très rapidement, pour gagner ma vie, je suis devenue comédienne. Alors c'était clairement un job alimentaire, sans forcément de passion, mais en tout cas ça payait mon loyer et ma vie quotidienne, ça m'allait très bien. Sauf que j'en ai eu un petit peu marre de jouer des rôles qui étaient très bridants, très bridés, de jeunes parisiennes solaires, joviales, voilà. Et j'ai eu envie d'écrire un petit peu des choses qui m'étaient plus personnelles. J'ai réalisé un premier film, un court-métrage qui s'appelle Le dernier homme de Vicky Venucci et qui déjà traite de cette thématique-là du travail du sexe qui est présent dans mon roman. Donc il y a eu ce court-métrage et ensuite je me suis dirigée vers la bande dessinée où mon premier album est sorti en octobre dernier qui s'appelle France Profonde, qui traite du cinéma érotique des années 70. Parce qu'effectivement en sortant de la fac de cinéma, la nouvelle vague c'était bien beau, mais je me suis rendu compte que on m'avait parlé de plein de types de cinéma, mais pas du cinéma érotique, malgré des grands succès qui avaient rythmé la production de ces années-là, justement les années 70. Et oui, en fait, je m'arrête pas d'écrire. Alors j'ai des thématiques qui se précisent au fil des années, mais la ruralité, le travail du sexe, et c'est des motifs récurrents dans mes œuvres, que ce soit les films, la bande dessinée ou le roman. Si je suis là aujourd'hui, donc c'est pour le roman Fille de pute qui est paru chez Istia et qui revient sur mon enfance justement en milieu rural encore une fois et sur la construction de ma sexualité conditionnée à la fois par ce milieu rural et prolétaire et par la double figure qui s'est imposée durant mon enfance, qui était donc ma maman, qui était très maman, cantinière, travailleuse, assez asservie au final comme beaucoup de femmes de chez moi, et face à elle ma belle-mère qui était la du village, en tout cas tel que le veut la légende urbaine, quoi. Dans chaque village, il y a un idiot et une pute, et là, en l'occurrence, la prostituée, c'était ma belle-mère. C'est des racontards de village, hein. Je pense que tout le monde à tour de rôle, et selon les villages et selon les générations, a été ce genre de figure-là. En fait, tout est très caricatural. Donc on me l'a pas expliqué, mais je suis partie de ce constat-là, et en fait, rien que le fait d'avoir grandi avec cette image-là, même si elle n'est pas réelle, ça a conditionné malgré tout ma sexualité. Et puis il y avait effectivement des faits tels que je décris dans mon roman où elle était très sexuelle physiquement. Enfin, elle avait toute une imagerie autour d'elle de femmes puissantes et oui, hyper sexuelles, assez arriérées au final. Enfin, moi, je parle des années 90, donc encore une fois, cette image-là, elle est plus valable aujourd'hui, mais c'était des mini-jupes, c'était de la lingerie fine que ma mère avait pas, par exemple, et que j'ai découvert là-bas, et des talons hauts, voilà, toute l'imagerie, au final, assez caricaturale, ou de la prostituée telle qu'on peut le voir dans les films, quoi. Rencontrer une personne aussi sexuée et sexuelle à 7 ans, en fait, c'est quelque chose qui m'échappait totalement. Donc il y avait une espèce de terreur et à la fois une espèce de fascination aussi, et de jugement évidemment, parce que en fait, comme quand t'es gamin et que tu vois tes parents s'embrasser, ça te paraît sale. T'as vite fait de dire berg, dégueulasse, je le ferai jamais. Moi, c'était un peu ça aussi, parce qu'en fait, je connaissais pas la sexualité, donc être en face de cette personne-là, c'était sale pour moi. Je me suis de plus en plus rapprochée d'elle, dans le récit en tout cas, au fur et à mesure que ma sexualité s'est construite, au fur et à mesure que j'ai découvert justement ce que ça voulait dire, la sexualité dans sa globalité et ma sexualité à moi. Alors c'est pas forcément grâce au village que j'ai entendu ces rumeurs-là. C'était une espèce de murmure familial, c'était ce qui se racontait, mais à mi-mot, hein, pas du tout devant les enfants, ce que ma mère pouvait raconter au téléphone, ce que ma grand-mère pouvait dire aussi en messe basse à mon père. Non, enfin c'était un truc, c'était vraiment... ça a pas quitté la sphère familiale en fait, et même aujourd'hui je sais pas si le village parlait de ça. Et surtout en fait chez moi, et à l'époque, et je crois que c'est toujours comme ça, chaque village est hyper indépendant au final, même si ça appartient à un même territoire. Il suffit de faire quelques kilomètres, on est déjà dans un autre village et on est déjà dans un autre territoire où les rumeurs sont pas les mêmes, où l'idiot du village, c'est pas l'idiot du village d'à côté. Pas sectaire, hein, c'est pas ça, mais c'est quand même très enfermé. Donc non, elle était la prostituée d'un village. Selon la légende, encore une fois. Donc c'était à petite échelle quand même, quoi. C'était pas un truc méga répandu. Est-ce que c'est un courant misogyne? Oui, je pense, parce qu'en plus, là, encore une fois, je parle des années 90. Et dès lors où tu débordes un petit peu dans ta sexualité, notamment, tu deviens un peu marginal. Et là, effectivement, il suffit... Et encore, aujourd'hui, c'est encore le cas, hein. Si tu vis pas ta sexualité dans les clous ou ta vie de famille, parce que c'est quand même étroitement lié, si t'as des enfants trop tôt, si t'as des enfants trop tard, si tu divorces trop de fois, si t'as trop de partenaires sexuels,
En fait, ouais, t'es marginalisé et t'as des petits surnoms qui peuvent te venir, genre prostituée, fille légère, et c'est valable pour les hommes aussi, hein. Le terme pute employé à la campagne ou à la ville, je pense qu'il est sensiblement le même et il te tombe dessus un peu sans prévenir. Je pense que c'est hyper simple aujourd'hui d'être traité de pute. Coucher trop tôt, c'est être pute. Coucher avec trop d'hommes, c'est être pute. Coucher mal, c'est être pute. Moi, je pense que quand j'ai quitté Paris pour revenir dans mon village, je m'intéressais déjà beaucoup au cinéma érotique et pornographique. Je pense qu'il y a un sujet à la fois artistique et sociologique énorme à découvrir ici. Et en fait, je sais, ça m'était revenu aux oreilles quand je suis arrivée. Certains, beaucoup d'hommes surtout, pensaient que j'étais actrice porno. Alors que non, mais simplement je m'intéressais à cette pratique-là. C'était un raccourci énorme de se dire, bon, elle a été comédienne, traditionnelle pour autant, mais elle a été comédienne, elle s'intéresse au porno, elle est actrice porno. Mon regard sur la prostitution a changé parce que, en fait, je me rends compte déjà qu'on grandit tous avec un imaginaire de la prostitution hyper présent et pas très étendu, dans le sens où quand tu lis des livres, quand tu regardes des films, c'est toujours le même personnage de prostituée qui doit être sauvé par un homme, qui est toujours victimisé. Et en fait, moi j'ai essayé d'aller au-delà, justement en me prostituant et en essayant de comprendre ce qui se passait dans la tête de la femme ou de l'homme, qu'importe. Quand il fait cette démarche-là, sortant de là, je me suis rendu compte que j'étais pas plus victime que la veille. C'est un espèce de fait de société qui te fait croire que la prostitution se rassemble sous une seule et même image justement de la femme avec le Mac qui vient d'un autre pays et qui est totalement soumis, alors que effectivement il y en a, mais pas que. Enfin, la prostitution elle est multiple et moi j'aime pas cette image-là qui est trop simpliste pour moi. Je pense qu'une mère peut être une putain et je pense que c'est un combat à mener aussi. J'ai beaucoup écrit sur les prostituées. Donc j'ai beaucoup cherché et en fait aujourd'hui il suffit de voir par exemple quand tu travailles du sexe, annonce qu'elle est enceinte. Je pense notamment à Clara Morgan ou Nikita Bellucci qui sont actrices porno ou qui l'étaient. Quand elles ont annoncé leur grossesse, ça a été un tollé énorme, ça a été d'une violence incroyable. Je me souviens de commentaires en mode c'est qui le père, putain pauvre enfant, comme si on pouvait pas séparer la profession de la situation familiale. Il y a un espèce de truc où on peut pas séparer espèce de personnage public sexuel du personnage intime, les deux sont pas du tout incompatibles. Mais quelque part, le corps devient un petit peu plus sacré quand même, j'ai l'impression, quand on est mère. Enfin, il y a autre chose qui se joue quand on a porté un enfant. Il y a tout un rapport au corps, effectivement, qui change. Après, ça appartient à chacune ou à chacun. Avec l'écriture de ce roman, je voulais défendre plein de choses. En fait, c'est vraiment un livre de lutte. Je l'appelle souvent mon livre de colère parce que, en fait, c'était un coup de gueule énorme. J'ai voulu rectifier des choses quand on m'a pas donné la parole à certains moments de ma vie, notamment lors de cette rupture qui ouvre mon roman justement. Cet homme avec qui je vivais depuis 6 ans est parti. Il m'a laissée enceinte en me laissant gérer la chose, se dédouanant complètement. Donc j'ai écrit pour ce type qui est parti, qui m'a cloué le bec, qui m'a pas laissé m'exprimer. J'ai écrit aussi pour toute cette condition bourgeoise pour laquelle j'ai pu travailler et qui au final écoutait pas en fait. C'est un peu une thérapie aussi, c'est très cliché de le dire, mais en même temps quand on écrit sur soi, c'est aussi pour traiter certaines choses, à surmonter des épisodes aussi qui m'échappaient un petit peu quoi. Oui, il y a une espèce de lutte sociale parce que il faut se faire valoir, parce que il y a une image à tenir dans le village et en fait il y a un rapport, enfin moi je l'ai beaucoup, il y a un rapport à la bourgeoisie parce qu'on travaille, on travaille pour le riche, qu'on soit femme de ménage, qu'on soit prostituée par exemple, qu'on soit babysitter, on travaille toujours au service de quelqu'un qui est au-dessus de soi et en fait ça c'est quelque chose que mon père il a jamais voulu entendre. Malgré le fait qu'il ait été intérimaire très très longtemps, il y avait ce truc où tout était une lutte, le rapport à l'autre était toujours une lutte et en même temps il y a sa lutte sociale à lui et il y a une lutte au-delà de ça. Dans le roman, en tout cas, je pense, il y a une lutte de genre, il y a une lutte des sexes, il y a une lutte de territoire. En fait, c'est que de la lutte partout, quoi. Mon éducation a renforcé mon combat social, oui, parce que de toute façon, encore une fois, je pense que l'enfance influence énormément ce qu'on devient par la suite. Et moi, il y avait ce truc d'élévation sociale où, malgré le fait que j'admirais vraiment le fait de se lever tous les matins pour aller à la cantine, pour faire des ménages ou pour aller à l'usine. Je trouve que ça relève d'une force incroyable, mais moi je sais pas si j'aurais eu les épaules pour ça. Et en fait ça m'a donné envie de passer de l'autre côté du mur. Quand je dis par exemple que le jour où mon roman se retrouvera sur la table basse d'un riche chez qui j'ai pu travailler,
En fait, c'était vraiment un moteur incroyable pour moi et c'était une revendication et c'était une victoire parce que moi, je voulais pas rester cantonnée à ça et je voulais m'émanciper de tout ça et je voulais croire que c'était possible malgré le fait on nous laisse peu de possibilités quand même, hein. Je sais pas si ça a changé parce que ma scolarité était encore une fois dans les années 90, mais je sais que dès lors où on était mauvais à l'école, ou en tout cas pas très très bon, pas très scolaire, on nous envoyait vers les formations plus manuelles. Et en fait, je trouve que c'est ça forme des futurs prolos, alors qu'en soi, on est censé pouvoir devenir à peu près ce qu'on veut, hein. Donc ouais, je trouve que c'est un truc... le territoire, il enferme beaucoup là-dedans, et la classe sociale enferme beaucoup, et le plafond de verre, pour le coup, il est vraiment là, et quand on peut le casser, tant mieux, mais c'est encore très très rare, hein. Est-ce que ma belle-mère a lu le livre? Je ne sais pas, je crois pas. Mon père l'a lu, peut-être qu'elle lui a piqué, hein. La Simone dont je parle à la fin de mon roman, donc c'était mon arrière-grand-tante qui était résistante normande, la seule femme qui avait pris le maquis en Normandie à 19 ans. Et quand j'ai entendu parler de cette histoire, je me suis dit mais comment est-ce qu'on peut se révolter à ce point à 19 ans seulement sans avoir une famille forcément politisée? Et en fait, je me suis dit qu'il y avait certainement une histoire d'amour derrière tout ça, ce qui était le cas. Ce qui est drôle, c'est que c'est à travers cette personne-là que j'ai connue petite, en fait, mais j'étais trop petite pour savoir tout ce qu'elle avait fait, évidemment, mais c'était une résistante incroyable. C'était une poétesse aussi, divorcée 3 fois, pas d'enfant, et dans les années 50-60, ça veut déjà dire beaucoup par rapport à sa condition de femme. C'est déjà une révolution en soi, hein, de refuser la vie familiale à ce moment-là. Et en fait, c'est via elle que j'ai rencontré le père de mes enfants. Parce que ce père-là est scénariste de bande dessinée et en fait il avait comme personnage Simone. Voilà, il avait dans sa BD et moi je le savais pas. On s'est rencontrés comme ça. Et en fait cette femme-là, ça a été un peu un modèle. Qui m'a laissé penser que c'était possible à la fois d'écrire parce qu'elle écrivait, que c'était possible d'échapper aussi aux règles de la maternité telle qu'on l'entend, la maternité trop conventionnelle qui moi m'allait pas du tout. Et puis non, enfin c'était un électron libre, cette femme-là, son histoire elle est incroyable. Ça aussi, ça fera peut-être le sujet d'un prochain roman, mais c'était une sacrée guerrière, et du coup, en fait, le fait de dédier ce livre à Simone, c'est un petit clin d'œil un peu secret parce que du coup, c'était cette aïeule-là, mais ma fille s'appelle Simone. Donc oui, effectivement, il y a une espèce de boucle à boucler avec le titre Fille de pute, parce que la fille de pute, c'est moi, mais ça peut aussi être ma fille, Simone, donc. En fait, je me suis pas du tout préparée à l'après-publication et au regard qu'on pourrait porter sur moi suite au livre une fois sorti. J'ai aucun problème à parler des sujets qui sont abordés dans mon livre, que ce soit la prostitution, la découverte de la sexualité enfant, l'avortement. Tous ces motifs-là, j'ai aucun tabou à en parler et au contraire, je pense qu'il faut en parler parce que c'est justement parce qu'on n'en parle pas que c'est tabou, que ça parle aux hommes, aux femmes, aux vieux, aux jeunes. En fait, ça me touche beaucoup. J'ai eu des retours de travailleuses du sexe, par exemple, qui me disaient que ça leur faisait plaisir qu'on puisse dire le mot pute sans arrière-pensée de manière très soft et très simple, en fait, parce que c'est simple, sans que ce soit une insulte en tout cas. Vive les filles de pute.